Depuis l'Antiquité, certaines demeures suscitent les rumeurs et la crainte de la population locale. Lorsqu'Athénodore Cananite, philosophe stoïcien, entendit parler d'une maison vendue à une fraction du prix en plein cœur d'Athènes, il entreprit de découvrir son secret. Passant la nuit dans l'enceinte de cette maison délabrée, il n'y vit rien d'inhabituel, du moins pas jusqu'au plus profond de la nuit. C'est alors qu'un bruit de pas et de chaînes traînant sur le sol le réveillèrent. Gardant le calme stoïque qui était propre à son ordre, Athénodore leva les yeux et vit la forme translucide d'un vieil homme recourbé sur lui-même, une longue barbe blanche pendant presque jusqu'au sol, traînant de lourdes chaînes à travers les chambres de la maison. La figure fantomatique s'arrêta dans la cour, où il disparut aussitôt. Athénodore marqua l'endroit où l'ombre s'était évanouie. Le lendemain, il revint avec les autorités athéniennes, les implorant de creuser à l'endroit qu'il avait marqué. C'est alors qu'ils découvrirent le squelette d'un homme, enchaîné puis torturé, avant d'être finalement enterré sous la demeure qui avait depuis gagné la réputation de maison hantée. Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode régulier de la saison 2025 des Monstres dans le placard. Ouais, ça l'a passé tellement vite. Très vite, plus vite que les autres saisons, je trouve. Il y a eu vraiment, j'ai l'impression qu'on vient juste de commencer. Moi aussi, c'est drôle, hein? Mais je pense à force de travailler ensemble aussi, Simon, on trouve un rythme et on améliore notre formule, veut pas. Donc, ça devient même plus amusant que ce l'était au début, je trouve. Moi, je trouve que, en tout cas, maintenant aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est capable de s'appuyer sur les recherches qu'on a déjà faites, puis soudainement, on commence à recouper des choses qu'on a déjà, des éléments qu'on a déjà vus. Puis là, soudainement, j'ai l'impression que je vois une image d'ensemble qui se dessine de l'univers des monstres. C'est ça, c'est comme si c'est comme si on pouvait éplucher plus en profondeur certains monstres qu'on a déjà couverts. On est rendu là, après 5 ans. Et littéralement, on est littéralement là parce qu'aujourd'hui, nous épluchons un monstre, un aspect d'un monstre qu'on a déjà couvert. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Nous allons parler des maisons hantées. Il y en a des maisons Il y hantées. en a beaucoup. Ce sera impossible de faire le tour aujourd'hui, sachez-le. Moi, je pense qu'on va faire un part 2 à cet épisode. Je prédis ça dès le Fort, début. fort possiblement. En fait, il y a, selon Benjamin Bradford, dans son livre Investigating Ghosts, il y a, aux États-Unis seulement, il y aurait au moins un lieu hanté dans à peu près toutes les villes et tous les villages. Donc, on n'aura jamais fini d'épuiser ce sujet-là. Euh, on a déjà parlé des fantômes dans le passé, euh, mais la maison hantée, tout comme les vaisseaux fantômes, dans le fond, c'est un aspect particulier et maintenant presque indissociable du fantôme. Donc aujourd'hui, c'est très clair, on va parler bien sûr de fantômes, on va en reparler, mais on s'intéresse beaucoup aux maisons. Qu'est-ce qu'il y a dans les maisons? Pourquoi certaines maisons semblent destinées à être hantées et d'autres non? Et qu'est-ce que c'est pour toi, la maison hantée, Sabrina? Pour moi, c'est d'une part le côté historique de souvent ce qui s'apparente à des histoires lugubres. C'est tout le temps, ça part tout le temps avec un meurtre ou quelque chose de sordide. Ça représente aussi l'urbex. Moi, je suis une grande, grande fan d'urbex. J'en fais d'ailleurs régulièrement quand la vie me le permet. Toujours dans les règles de l'art, d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés, il y a des groupes d'urbex avec des règlements, notamment de ne pas briser quoi que ce soit, puis de ne pas rien ramener chez vous, de laisser les choses comme ils sont. Fait qu'on fait office de fantôme quand on fait de l'urbex, on devient le fantôme de ce bâtiment. Puis, ben, toutes les histoires de crimes, en fait, qui viennent avec, c'est comme un bundle d'horreur et d'histoire, je te dirais, pour moi.
C'est intéressant que tu dises ça. C'est vrai que c'est comme le chaînon manquant entre le crime et le surnaturel. C'est vraiment le lieu où ce que les deux se passent. Euh, et je trouve ça aussi intéressant que tu parles de l'urbex. Moi, j'avais pas vu ça de ce point de vue-là, mais tu as absolument, absolument raison. Il y a- J'adore l'idée qu'on devient le fantôme d'un endroit. Pour moi, je pense, et ça a été, ça s'est révélé à moi pendant que je faisais ma recherche. Pour moi, je pense que la maison hantée, c'est mon angle préféré d'approche pour tout ce qui s'appelle fantôme ou apparition ou surnaturel. Je trouve que le lieu est une importance capitale. En fait, je trouve, dans le fond, dans la vie, moi, j'aime les lieux, j'aime les places, j'aime ce qui est incarné là, puis ce qui se dégage de ces endroits-là. Je suis un peu obsédé par le concept de maison. Et les maisons hantées recoupent à la fois ma passion pour les lieux et ma passion pour le surnaturel. Ce qui fait que moi, dans le fond, j'ai une multitude d'histoires. Presque toutes mes histoires de surnaturel ont rapport avec des lieux. Et je me demande si c'est juste moi ou je me demande si c'est vraiment quelque chose qui est imbriqué dans la psyché humaine et on va explorer ça aujourd'hui. Euh, en commençant tout de suite, d'ailleurs, par les origines. Les origines, parce que bien sûr, les maisons hantées n'ont pas commencé dans les condos, les condos qui se multiplient en ce moment dans les villes, donc Montréal et Oh, Québec. d'ailleurs, je vais avoir un mot à dire là-dessus parce que, C'est vrai? oui, parce que il y a une théorie comme quoi les buildings du centre-ville qui sont remplis de condos qui ont été achetés, mais qui n'ont jamais été habités, c'est les nouvelles maisons hantées. C'est des maisons qui n'ont jamais été, dans le fond, des maisons vides, mais qui sont presque habitées. C'est comme habitées par des potentiels des futures hantises. Euh, cette théorie-là m'a amené à me poser une question, c'est quoi que ça veut dire hanté? Haunted, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ce mot-là? Je suis allé me poser, je suis allé interroger donc l'étymologie de ce mot-là. J'ai trouvé trois origines possibles qui veulent toutes à peu près dire la même chose. De l'ancien français, hanter, c'était simplement le verbe habiter. Donc, quand vous hantiez une place, c'était simplement vous habitez là. Euh, Dans le proto-germanique, il y a le terme Heimas qui veut dire maison ou village ou abri, euh, qui est tout simplement genre la place où il y a des gens. Et dans l'ancien norrois, donc le langage viking, j'ai trouvé que c'était peut-être la chose la plus évocatrice, peut-être plus proche de ce qu'on entend aujourd'hui comme hanté, c'est ramener à la maison. Donc, quelque chose qui est ramené à la maison, euh, c'est pas, ou qui revient à la maison. Ça, c'est quelque chose que je trouvais qui était peut-être plus proche de la définition qu'on a aujourd'hui de Comme hanté. le terme revenant aussi pour les fantômes, Exact. ouais, ouais, ouais. Donc, quelque chose qui a déjà été là et qui revient là ou qui est ramené de l'extérieur jusqu'à à la maison, ça serait peut-être une origine plus proche de ce qu'on cherche. Euh, donc, à une certaine époque, le mot hanté, ça voulait juste dire habiter. Et quand on voit une maison vide et on dit qu'elle est habitée, soudainement, ça déclenche l'effet dans notre tête de oh, c'est bizarre, le contraste entre le vide et le habité et génère un peu l'idée du fantôme. Euh, c'est Shakespeare qui ramène l'idée que la hantise peut se faire de façon spectrale dans ses pièces et le terme devient exclusivement lié au fantôme à partir du 16e siècle. Il y a d'autres verbes pour habiter, il y a d'autres verbes pour être une place qui est un véritable abri. Et donc, c'est au 16e siècle que ça devient plus hanté au sens spectral de la chose. Euh, Hanté, d'ailleurs, ce n'est pas exclusif aux fantômes. Dans plusieurs places dans le monde, la hantise peut se faire par des êtres qui n'ont jamais été des êtres humains. Dans les îles britanniques, traditionnellement, on associait les fées aux hantises. On disait la maison appartient aux fées.
On pouvait dire au Moyen-Orient, ce sont les djinns qui viennent souvent éler résidence dans les maisons qui ont été délaissées par les humains. D'ailleurs, selon l'historien du paranormal Owen Davis, dans chaque pays où les humains désertent un lieu qui leur est destiné, comme une maison, on y associe des forces externes. C'est-à-dire que n'importe quoi qui est abandonné va éventuellement abriter quelque chose qui est non humain ou quelque chose qui était humain, donc un revenant ou un esprit quelconque. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette notion-là de hanté, on l'associe plus souvent aux maisons parce que c'est la place qui est destinée aux humains, mais à partir d'une certaine époque, toutes les sections de pays devenaient hantées. Je pense entre autres pendant les guerres napoléoniennes, il y a eu énormément de ce qu'on appelait des mal sauvés, des personnes qui étaient. Il y a eu beaucoup de morts. Et ce n'est pas tout ce monde-là qui ont eu droit au dernier rite et qui ont eu droit à une sépulture. Et on dit que sur des sites où il y avait une grande quantité de personnes qui n'ont jamais été enterrées selon les règles de l'art, ben, il y avait une grande quantité de spectres qui hantaient le pays. Et d'ailleurs, pendant le 19e siècle, en France, entre autres, et dans d'autres pays européens, on parlait beaucoup de fantômes errants, de cavaliers. D'ailleurs, ça va recouper ton idée du cavalier sans tête, dont on va probablement parler en 2026, Oui! mais de spectres qui hantent les routes. Euh, donc, qui ont été tués, qui ne sont jamais arrivés à destination, qui n'ont pas été enterrés, puis qui continuent à arpenter des chemins. Donc, pas seulement des maisons, mais des chunks de pays qui ont été hantés. Euh, D'autres phénomènes historiques, le fun, ben le fun, tragique, mais tout de même qui fonctionne dans notre sens. Intriguant, intéressant, je sais pas, hein? Oui, On merci. veut rester respectueux malgré le fait qu'on parle de sujets un peu sombres parfois. Oui, c'est ça. Je suis désolé. Je le vois de l'aspect purement fictionnel et folklorique de la chose. Euh, Après la Révolution française, il y a eu un grand nombre de demeures et de domaines de nobles qui ont été laissés à l'abandon ou qui ont été vendus en lot pour la bourgeoisie montante. Euh, et ça a commencé à générer un paquet d'histoires comme quoi à peu près tous les domaines avaient un fantôme ou deux, ou que quelquefois les ancêtres nobles ressortaient pour venir réclamer leurs anciens, les terres, leurs terres qui leur étaient dues. Ça a créé une espèce de peur quasi surnaturelle d'une noblesse qui revient prendre ses droits. Euh, et d'autres, bien sûr, on en a parlé dans notre épisode sur le spiritisme, mais à partir du 19e, 20e siècle, ben, il y a toute une science qui se crée autour de la hantise, des fantômes, des spectres, pourquoi certains spectres restent cantonnés à une place. Il y a un paquet d'espèces de pseudo-sciences qui sont développées à cet endroit. Je pense entre autres à l'idée qui a été proposée par Camille Flammarion, oui, la même Flammarion que la maison d'édition, qui Hmm. parle d'imprégnation spirituelle, donc qu'il y a des fluides puis des forces électromagnétiques qui restent pris dans les murs d'une maison et donc qui peut emprisonner une partie de l'essence d'une personne là. Euh, il y a donc il y a un paquet d'autres il y a un paquet d'autres de théories du spirit qui ont été mises de l'avant. Et on va en parler un peu plus tard dans la culture, mais je pense que avant toute chose, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais parler des maisons hantées célèbres. Et ça, Sabrina, tu en as quelques-unes pour nous, des maisons réputées hantées qui sont célèbres. Oui, je veux dire des lieux hantés, parce que Ah, OK. maison hantée, on s'attend à ce que ce soit une maison familiale, et il y en a, mais il y a Mhm. tellement plus que ça. Et moi, ça m'impressionne toujours de devoir choisir
Donc, le premier lieu que j'ai choisi, en fait, c'est le sanatorium de Waverly Hills, Oui, qui est situé à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Euh, il ça, c'est s'agit de... Ça, Oui, c'était une des maisons. On a déjà fait référence à cet endroit-là parce que c'était réputé pendant longtemps comme étant la place la plus hantée aux États-Unis, sinon dans le monde. oui, qui a Mm. été construit pour essayer de contrôler une épidémie de tuberculose qui était appelée à l'époque la peste blanche. Donc, apparemment que le climat humide là, de l'endroit favorisait un petit peu la maladie et sa propagation. Donc, Mhm. le but de ce sanatorium-là, c'était d'isoler les malades en mesure sanitaire, donc offrir des soins spécialisés, profiter aussi d'un environnement qui était vu comme thérapeutique, mais je mets des gros guillemets ici parce que c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Donc, en fait, pour donner une idée là, de cet endroit-là, c'était supposé être un des meilleurs endroits pour traiter la tuberculose dans l'optique où ce qu'on est capable de la traiter. Là. C'était surtout un endroit où tu allais généralement quand tu étais malade pour y terminer tes jours. On va être honnête là-dessus. Hmm. Euh, alors, il y avait apparemment notamment des chirurgies expérimentales qui étaient pratiquées sur les patients. Il y avait des enfants malades. Il y avait aussi le couloir de la mort. C'était le surnom du corridor qui avait été mis au sous-sol parce que il déplaçait les corps décédés de manière le plus subtile possible, vu que les gens décédaient par milliers. Donc, il y aurait des milliers de personnes qui seraient mortes là, là-dedans. On parle de 10 000 ou plus, donc à voir. Les Oui. historiens estiment quelques milliers de décès sur plusieurs décennies en réalité, mais bon, bref, l'histoire ne le dit pas dans les recherches que j'ai réussi à faire. Mais c'est incroyable cette place-là parce que c'est vraiment le. Si vous aviez à compiler tous les clichés de maison hantée, ça se retrouverait là. C'était un asile, en même temps, c'était un hôpital, puis il y avait un couloir souterrain qui amenait à la morgue, puis les corps s'entassaient C'est dans ce ça. couloir-là, puis Donc, wow. oui. Donc là où je m'en allais, le tunnel, donc le Death Tunnel, Mm. le couloir de la mort, il y avait une chute à cadavres, là, littéralement. On parle d'un tunnel de 150 mètres environ qui était fait en pente, qui relie l'hôpital au bas de la colline sur laquelle il est. Donc, ça apparemment que ça aurait été construit pour faire passer du matériel pour permettre l'accès aux ambulances et aussi pour transporter les corps discrètement pour que les patients du sanatorium ne soient pas trop démoralisés de voir les gens tomber comme des mouches. Alors, Mhm. il y a beaucoup de corps qui ont été placés dans ce tunnel-là. Puis bon, les gens disent qu'il y a eu de l'amplification sur le fait que c'était vraiment un tunnel macabre, mais tout de même, aujourd'hui, il y a des agents de sécurité qui font le tour du sanatorium régulièrement et pas mal tous les agents de sécurité prétendent avoir vu des choses, entendu des choses. Il y a même une chambre, évidemment, c'est la chambre numéro 13, dans laquelle une infirmière se serait défenestrée et une autre pendue. Donc, c'est une chambre dans laquelle les gens qui visitent le sanatorium souvent ont des malaises. Il y aurait des enfants qui jouent aussi à l'étage, donc là où il y avait le côté la pédiatrie. Et on pourrait entendre et voir des enfants passer, et rire et jouer. Il y a même la section de l'espèce de cafétéria qu'il y avait que parfois les gens peuvent sentir une odeur de pain. C'est quand même spécial. Et voilà, donc tu as pas mal toutes les gens qui ont travaillé là, de près ou de loin, qui y travaillent, auraient vu ou aperçu des choses, des apparitions qui seraient pas mal toutes les mêmes. Fait que c'est quand même épeurant. Mais ça reste un sanatorium qui a marqué l'imaginaire. Donc, Ouais, ça le continue. Même juste le look continue de marquer l'imaginaire dans cette histoire-là. voilà. Fait que là, je vous parle des légendes aussi qui ont eu lieu, comme l'infirmière qui se serait pendue. Évidemment, ça n'a pas nécessairement été confirmé, même si le suicide est une cause plausible. On parle aussi d'apparitions d'ombres au bout des corridors qui sont souvent très vues, mais on parle peut-être ici de pareidolie, là. Évidemment, les gens peut-être peuvent halluciner des ombres. Et apparemment un enfant jouerait avec un ballon souvent dans les couloirs.
Donc, dans la culture populaire, le Waverly Hills apparaît dans un paquet d'affaires, Ghost Hunters, Ghost Adventure, dans beaucoup de documentaires aussi que vous pouvez trouver. Il y a des films d'horreur inspirés du lieu aussi. Puis, ben, maintenant, on peut toujours le visiter. Donc, en visite historique, parfois nocturne, si on veut. Il y a des enquêtes paranormales touristiques qui y sont organisées, évidemment, et des événements saisonniers à l'Halloween. Donc, c'est quand même un lieu mythique, mais social, malgré tout. Voilà. C'est vraiment. Ça semble être le cycle de vie des lieux hantés, de commencer par susciter l'horreur et ensuite de susciter la fascination et l'attrait touristique. Yes. Mais on pouvait pas passer à côté de ce lieu qui est réputé pour être un des plus hantés au monde, quand Oui. même. Mais c'est un des plus célèbres, mais c'est pas le plus célèbre. Il y a une maison qui est comme la maison qui a hanté la plus célèbre au monde, je crois. Oui, j'espère que c'est là que je m'en vais, parce que là, tu me mets dans l'eau chaude. La maison d'Amityville. Oui, la maison d'Amityville, bien sûr, parce que je me suis dit, moi, y aller avec de quoi de bien glauque, de quoi de classique, maison hantée comme on l'imagine, puis je finis avec une maison hantée funky. J'ai essayé d'y aller avec trois maisons hantées différentes, OK? Allons-y. Donc, Amityville House, donc la localisation est sur Ocean Avenue, à Amityville, évidemment, dans l'État de Long Island, aux États-Unis. Donc, les faits réels, c'est qu'il y a eu un drame dans les années 70, donc en 1974, pardon. Euh, donc, le drame de la famille Defoe. Le 13 novembre, c'est tout le temps le chiffre 13 qui Bien revient, sûr. c'est quand même drôle. 1974, donc Ronald Butch Defoe, donc à 23 ans, assassine toute sa famille. Donc ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs, ils sont retrouvés dans leur lit couchés sur le ventre, tués d'une balle de fusil. Point troublant de ce crime-là, il y a apparemment aucun voisin, aucune personne dans le quartier autour qui a entendu de coups de feu. Puis il n'y a personne qui a l'air d'avoir bougé ou tenté de fuir parmi les victimes, ce qui est assez troublant. Et Defoe, dans son témoignage, change toujours la version qui évoque donc pourquoi il a fait ça, notamment parfois que des voix l'auraient poussé à agir, mais d'autres fois, c'est complètement autre chose. Euh, donc, c'est quand même un drame qui a un peu nourri l'histoire d'Amityville, qui a popularisé la ville même, malheureusement, là. Et puis, on parle d'un mythe qui a perduré. Et après, un an après le drame, il y a une nouvelle famille qui emménage, donc la famille Lutz, Hmm. et un an après les meurtres, là, quand même. La maison, évidemment, est vendue à un prix très bas parce que j'ai appris que tu n'as pas le choix de dire Oui, si une maison a eu un meurtre ou un suicide dedans. C'est normal, c'est important ça pour... fait partie, c'est Ouais, une norme dictée par la Cour fédérale des États-Unis. exact. Hmm. Donc, la famille Lutz, Georges, Cathy et leurs trois enfants emménagent le 18 décembre 1975 et ne resteront que 28 jours parce qu'apparemment qu'ils auraient vécu un cauchemar des phénomènes paranormaux qui se sont produits, notamment des phénomènes physiques. Donc, on parle de la température qui baisserait drastiquement dans certaines pièces, des odeurs fortes et puantes qui apparaîtraient sans cause, des portes et des fenêtres qui s'ouvrent ou claquent toutes seules. On parle même de gelée verte ou noire suintante des murs dans certaines légendes, là, mais ça n'a pas été documenté physiquement, mais quand même, c'est ce qu'ils ont rapporté. Euh, des apparitions, donc des figures sombres aperçues au bout des couloirs, toujours, c'est un classique. Une silhouette apparemment diabolique qui aurait été observée par un des enfants. Des bruits, des murmures, des chuchotements, ce qui causerait que, notamment, George Lutz a témoigné qu'il se serait réveillé chaque nuit à 3h15, l'heure apparente du massacre de la famille Defoe, Ben oui, The qui Witching serait Hour. exact, qui serait devenu obsédé par le feu et qu'il aurait ressenti des présences hostiles à plusieurs moments. Donc, on parle de ça. On parle de meubles aussi qui bougeaient par eux-mêmes, de portes. Donc, la porte du garage aurait été arrachée mystérieusement. Puis, c'est pas mal ça. Et il y aurait aussi Jodie, donc la petite fille, la petite Missy, pardon, aurait eu un ami imaginaire appelé Jodie,
Donc, elle décrit comme un immense cochon aux yeux rouges qui flotte devant la fenêtre. C'est vraiment creepy. C'est vraiment creepy. C'est Ah, vraiment creepy. Donc, bien sûr, il y a eu le fameux, donc l'œuvre Amityville Horror, donc un livre qui a été rendu populaire dans les années 70, donc en 77, hein, oui. l'écrivain Jay Hansen a profité du buzz de la légende pour écrire un récit, entre guillemets, basé sur des faits réels, et ça a eu un immense succès. Et 2 ans plus tard, il y avait le film du même nom qui sortait, The Voilà. Donc, Amityville Horror. exactement. Fait que, il y a eu quand même beaucoup de points qui ont été remis en question dans la version des Lutz. Donc, les propriétaires, après les Lutz, n'ont jamais signalé aucun phénomène, notamment paranormal, dans la maison. Euh, L'avocat des Lutz, aussi, William Weber, aurait dit que l'histoire aurait été fabriquée autour d'un verre de vin. Donc, c'est pas, ça donne pas envie de croire à la réalité. Non, Et c'est bien ça. sûr, il y a plusieurs éléments physiques décrits par les Lutz, là, donc comme les gels, le gel noir sur les murs, les portes brisées, qui ont jamais été confirmés par des rapports officiels. George Lutz aurait été intéressé par l'occultisme, apparemment, et ça aurait nourri le récit. Mais les Lutz maintiennent qu'ils n'ont jamais rien inventé puis qu'ils ont réellement vécu ça. Donc après, est-ce vrai? Est-ce faux? Voilà. Et voilà. Une histoire quand même qui a passé à l'histoire, qui a vraiment qui a inspiré tout un mouvement de publication, puis de générer des récits d'horreur basés sur des maisons et des lieux réels. Oui, tout à fait. Et euh, il y a certains endroits dans le monde où si quelqu'un est mort ou il y a eu un accident tragique dans votre maison, euh, c'est impossible que vous la vendiez. Elle va être laissée à l'abandon ou détruite. C'est le cas, entre autres, à Hong Kong, où il y a un paquet de logements qui ont été réduits, qui ont été complètement abandonnés parce qu'il y a eu un mort ou parce qu'il y a eu un accident tragique à l'intérieur et les gens refusent d'acheter une propriété où il y a eu des décès. Les, Ça, c'est ouais, avec les croyances peut-être de chinoises, je sais pas. ben oui, puis en fait, l'idée que les spectres sont attirés par certaines zones où, dans le fond, la malchance ou le malheur, ça arrive parce qu'il y a une zone où c'est attiré. Il y a un endroit où la malchance se condense et c'est des endroits où qui sont plus susceptibles de recevoir des esprits. Et d'ailleurs, dans toute l'Asie du Sud-Est, il y a la tradition de construire des maisons d'esprit. Euh, Oui, c'est vrai. Au cas où il y aurait un spectre, un fantôme ou un esprit quelconque qui viendrait hanter ou qui passerait, qui retentirait dans votre logement, vous avez une maison d'esprit juste pour lui donner une petite zone tranquille pour qu'il puisse reprendre, pour qu'il puisse se calmer, pour qu'il évite d'être froissé. Comme s'il se rend compte qu'il arrive chez vous puis que vous n'avez rien préparé pour lui, il va faire, ben, voyons, c'est qui cette famille-là d'incultes et qui ne savent pas vivre, je vais les hanter un moment et ça transformerait votre maison en maison hantée. Donc, vous construisez une petite maison pour les esprits pour leur permettre d'hanter cette place-là. C'est vraiment le fun. C'est comme mon copain habite en campagne, puis lui, il a une cabane à chauves-souris pour pas que les chauves-souris rentrent dans sa maison. Oh! Puis Oh, c'est wow! vraiment très cute. C'est comme un très petit cabanon. C'est comme une maison à oiseaux, mais faite sur le long. Puis les chauves-souris peuvent se faire des maisons dedans, puis il peut y en avoir jusqu'à 20 dans une cabane. Fait que pour moi, c'est le même principe. Les C'est cabanes à vraiment esprits. cool. Et ça me fait penser qu'on en a aussi à Verdun sur le long du fleuve parce qu'il y en a beaucoup de chauves-souris, puis il y a des cabanes à oiseaux, puis il y a des cabanes à chauves-souris. Ben, c'est C'est, génial. Voilà. c'est, euh, Mais là, par contre, je sais qu'on va basculer en mode pas juste maison hantée spirit ou hantée par des esprits, mais toute la tradition de la maison hantée comme, comme, comme phénomène de foire ou phénomène associé à Halloween. Parce que Oui, depuis aussi longtemps qu'on s'échange des bonbons à Halloween, les gens créent des maisons hantées. absolument. Les gens aux États-Unis en particulier, où la tradition des bonbons a commencé, des espèces de parcours de l'horreur, puis c'est souvent fait avec les moyens du bord et on veut créer un petit événement effrayant pour les enfants, puis ça devient une espèce de concours de qui va être capable de passer à travers le labyrinthe pour atteindre les bonbons au bout.
Il y a eu en 1900, à partir de 1973, il s'est mis à apparaître des Hell House, qui sont l'équivalent chrétien de ça, qui sont des phénomènes plus païens, mais là, on a la version chrétienne où là, on représente les tortures et châtiments infernaux qui vous attendent à la fin de vos jours si vous sévissez d'un quelconque vice durant votre vie sans vous repentir. C'est un peu, je trouve ça un peu plus malsain parce que les vices qui sont représentés comme étant punis sont souvent des choses qui sont. Disons que ça ne passerait pas au conseil aujourd'hui. Je veux dire, punir l'avortement dans une maison hantée d'Halloween, je ne considère pas que ça passerait au conseil du tout. Non, je suis d'accord. Même qu'en Et 2025, des mannequins d'Halloween de femmes enceintes qui ont de la misère, là, je veux dire ça de même, j'en ai vu, puis je me suis demandé si ça passait en 2025 pour les femmes qui vivent des problèmes ou qui ont perdu un bébé. En tout cas, sûrement que non. En fait, ça doit être une vraie vision d'horreur. ben, Pour faut ça. comme pas mettre ce mannequin-là en évidence, on va dire ça comme ça. Mais nous, c'est ça qu'on a fait, parce qu'on avait un à placer dans une maison hantée. J'ai fabriqué une maison hantée à l'Halloween dernier, Hein? d'ailleurs. Oui, j'ai fait de la direction artistique pour une maison hantée au Galerie de la Capitale, imagine-toi donc, avec une super compagnie d'animation Et puis c'est là qu'il y UK. avait ce mannequin-là. Il y avait ça, ben, c'était fourni par le centre d'achat, je tiens à dire, c'était pas nécessairement notre idée, mais on a réussi à trouver une place pour ce mannequin. Mais il y en avait plein que je Wow! me suis posé la question, ah, ça passe-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est PG-13? Fait qu'il a fallu quand même là, faire des ajustements. C'est wow! Je sais pas, il y a comme deux tendances dans les maisons hantées Halloween. Il y a les gens qui pensent qu'il faut que ce soit une expérience le fun pour les enfants, puis il y a des gens qui pensent que non, il faut aller le plus loin possible qu'on peut parce que le monde a tout vu de toute façon, puis il n'y a plus rien pour faire peur. Hein. Ouais, Et voilà. ça nous amène au phénomène des maisons hantées de foire. Les maisons Oui. hantées comme d- créées sur mesure pour faire peur et qui, souvent, on paye pour traverser une espèce de parcours de l'horreur. Il y en a un peu partout où il y a des fêtes foraines ou des maisons de l'horreur. Et je fais un petit croche par le Japon pour parler des Obake-Yashiki. Les Obake-Yashiki qui sont des maisons hantées next level où souvent c'est un mélange entre un jeu d'évasion puis une maison hantée où il faut que vous sortiez du labyrinthe en étant poursuivi par quelque chose, slash possiblement plusieurs quelque chose. Les obakés, c'est les esprits des objets qui sont restés plus que 100 ans abandonnés, il me semble. Eh bien, Obake Yashiki, ce sont les maisons de ça. Alors, ce sont Ben les. oui. Et donc, c'est une forme d'attraction qui est devenue incroyablement populaire. J'en prends un au hasard, ben, un qui a une réputation quand même. Le Super Scary Labyrinth of Fear, c'est son nom, Ça sonne pas mal ce que ça doit être. est visité par près de 4 millions de personnes depuis son ouverture. C'est à peu près, c'est énormément de gens pour se faire courir après par des tueurs en série dans un labyrinthe à peine éclairé. Euh, j'ai réputé comme étant les expériences de maison hantée les plus développées. Mais ce ne sont pas, peut-être que ça reste toujours du côté du légal. Mais là, il commence à avoir des cas d'exception. Et je pense que Oui, on avait promis à la fin du dernier épisode qu'on allait en parler. Et là, je pense oui. qu'on est rendu. Le Mechani Manor. Oui. Alors, moi, quand tu m'en as parlé la dernière fois, j'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. Et depuis, je suis tombé dans le trou de lapin. Écoute, c'est incroyable et en ce moment, il y a des enquêtes sur cette maison hantée-là et je vais arriver au pourquoi, d'après moi, il y a des enquêtes. Euh, on parle d'un manoir hanté, mais c'est pas un manoir hanté, OK? Ils vont le publiciser comme un manoir hanté. Mais sachez qu'en réalité, vous vous embarquez dans une torture consentante qui repousse les limites de votre corps et de votre psyché, en fait. Donc, on parle d'une maison hantée. En fait, c'est un parcours avec des comédiens qui vous torturent littéralement, mais vous signez au consentement pour être torturé. On parle d'une décharge de 40 pages qui est signée pendant que vous vous faites filmer par
le propriétaire du manoir, donc Ross McCamey, donc son manoir, le manoir porte son nom. C'est un ancien militaire de la Navy qui tripe sur l'Halloween. Donc, c'est un homme qui fait des maisons hantées depuis toujours. Dans les années 80, il en faisait dans son quartier, un quartier un peu, pas campagne, mais un quartier de banlieue dans les années 80 pour divertir. Il a commencé ses activités à San Diego, là où il simulait des kidnappings de personnes avec une vanne. OK, ça vous donne une idée Non, Dieu, déjà c'était ça de... son idée. Si, bol. Et là, il y a des rumeurs, j'ai pas eu je sais pas la véracité, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est des plaintes de familles avoisinantes qui étaient tannées de voir des faux kidnappings dans leur entourage parce que ça faisait peur aux enfants, qui ont fait que finalement, bon, Ross McCanney a déménagé au Tennessee, en banlieue, en campagne, très loin, où il y a pas de voisins, ou en tout cas, c'est très, très, très isolé en campagne. Je sais, je suis allée voir sur Google Maps, d'ailleurs pour voir de quoi ça avait l'air. C'est une maison de campagne, tout ce qui est le plus normal, avec des installations. Donc, il y a sa maison à lui et l'installation qui sert de manoir. Apparemment qu'il aurait payé 500 000 pour sa maison et son manoir. Puis, Dieu, Ross, ouais. c'est presque donné, 500 000 $. Ben, c'est loin quand même, Creux au Tennessee, mais les gens se déplacent de partout pour aller là, puis il y a même une liste d'attente qui n'est pas de 17 000 personnes, contrairement à ce que lui dit. C'est plus qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent le faire, mais voilà. Donc, Ross se considère, attention, comme un artiste, puis il dit qu'il fait des shows. C'est c'est ça. Généralement, il n'y a qu'une seule représentation par semaine et vous devez réserver d'avance sur son site web. Vous devez l'ajouter sur Facebook et vous ajoute ensuite un groupe privé. Moi, j'ai fouillé pour trouver un groupe et j'ai trouvé un groupe d'anciens participants du Mechani Manor, puis je suis allée lire là-dessus. Je vous reviens avec ça. Donc, pour pouvoir participer au Mechani Manor, déjà, il faut que ça te tente de te faire torturer, on va se le dire. Ça te prend un certificat cadeau, un certificat cadeau, qu'est-ce que je dis là? Un certificat, pas un cadeau, un certificat médical, pardon, du médecin pour prouver que tu es en pleine capacité physique, puis un certificat euh, donc médical d'un psychologue, en fait, pour prouver que tu as une santé mentale stable. Déjà en partant. Tu arrives avec ces papiers-là, puis il y a d'autres papiers aussi de santé que tu dois amener à Ross. Tu dois ensuite faire un don parce que tu ne payes pas à proprement parler pour faire ce parcours hanté. Tu vas généralement soit faire un don de nourriture pour chien parce que Ross a genre 8 chiens, ou tu fais un don en argent si tu veux, mais c'est pas obligé. Puis j'ai vu pas mal plus de gens qui payaient avec de la nourriture pour chien qu'avec de l'argent. Si tu réussis à faire le manoir au complet, tu peux gagner 20 000 américains. Personne ne s'est rendu jusqu'au bout, évidemment. Tu dois ensuite t'habiller en onesie cute d'animal ou un petit costume cute. C'est vraiment précisé. Et tu remplis le contrat, donc la décharge de 40 pages pendant que Ross te filme et te redemande constamment est-ce que tu as bien compris cette clause-là? Dis que tu as bien compris et tu dois répondre en même temps que tu signes la décharge. Et je pense que la torture commence à la décharge, pour vrai, parce que c'est vraiment quand même long à remplir. Et Ross va filmer tout ce qui se passe et ce ne sont pas lui, c'est pas lui qui vous torture, c'est ses employés. Donc, il a des employés qui font ça. Et là, je tiens à dire que j'ai lu le contrat au complet et ce sont des choses que vous pouvez subir pendant votre parcours du manoir. T'es-tu prêt, Simon? Donc, dans les choses que tu peux subir et tu signes ton consentement pour ça. Tu peux être plaqué au sol, tu peux voir ta tête plongée dans de l'eau de force, donc on parle de waterboarding ici, on parle de gifles, de coups, être enfermé dans un cercueil, faire de l'hypothermie, te faire raser les cheveux ou arracher les cheveux, se faire couvrir le visage de substances irritantes comme de la peinture, des produits chimiques, te faire mettre des insectes vivants sur le visage et dans la bouche, te faire enterrer vivant, te faire avaler des produits chimiques, te faire arracher des dents sans anesthésie, te faire brûler le corps, se faire casser les os, te faire vomir et ravaler ton vomi de force. Donc, il y a aussi des précisions dans certaines clauses du contrat que si la police arrive sur les lieux, la personne doit reconnaître que c'est un jeu et elle a signé le contrat pour dire que ce l'était. Le participant accepte de payer pour la totalité des dommages physiques qu'il pourrait subir. Le participant est d'accord avec le fait que ça peut avoir un impact sur sa santé mentale, psychologique à long terme.
Le participant cède ses droits de photo et de vidéo et n'en a aucune grip là-dessus. Donc, on parle vraiment d'accepter que tes os soient brisés, là. C'est quelque chose. Il y a aussi un consentement que le participant dit que rien n'est dangereux de tout ça et que tout cela n'est qu'un jeu. C'est Et ça peut durer jusqu'à 36 heures. c'est juste dans la liste que tu as donnée, il y a énormément de choses qui sont profondément dangereuses. Et à un Euh, niveau où moi, je me suis demandé, mais pourquoi il ne fait pas payer les gens? Et là, dans le contrat, il y a une clause qui dit que ton expérience est filmée live. Et c'est mhm. là que ça devient le plus creepy. Donc, c'est live aux Philippines, en Thaïlande et à Las Vegas. Et il y a des gens qui payent dans ces régions du monde-là pour payer, pour te voir te faire torturer et participer à la torture. Donc, dire qu'est-ce qu'ils veulent que les bourreaux te fassent. C'est Donc, il fait de l'argent comme ça. Donc, avec c'est le un peu comme show. une red room, là. Je sais pas si tu connais le concept des red rooms, là. C'est des chambres tu sais, c'est comme des rumeurs, là, sur le dark web que tu peux payer pour voir du monde se faire torturer et même tuer pour de C'est vrai, là. la prémisse du film Hostel. C'est vraiment comme un. Ben, c'est ça. Il y a de quoi de profondément. Premièrement, avec toute l'histoire du McCamey Manor, il y a quelque chose qui est profondément pas clair. Il y a quelque chose qui est profondément. On a l'impression. C'est dur d'établir si quoi que ce soit qui dit est vrai. Y a-tu été dans la marine? Y a-tu kidnappé du monde? Y a-tu effectivement. Est-ce que ces Ben, choses-là arrivent pour vrai ou c'est tout de l'esbrouf? Ben, je peux te confirmer qu'il kidnappe des gens pour le manoir. Donc, le manoir, je mets des gros guillemets ici. Moi, ça me fâche en tant que. Moi, je suis actrice de l'horreur là, dans des maisons hantées régulièrement. Je monte des maisons hantées aussi maintenant. Euh, pour moi, c'est pas une maison hantée parce qu'il n'y a pas de décor. C'est juste, oui, il y a trois, quatre gars gros bras qui torturent avec lui, qui sont habillés, maquillés en fantômes, qui ont des verres de contact blancs, mais c'est tout. Il n'y a pas de manoir, il n'y a pas de parcours où les gens souvent ne voient pas, ils se font bander les yeux, taper les yeux, euh, ils se font, euh, ils se font soulever par les employés, dans le fond. Ils se font traîner, ils se font donner des tapes d'en face, ils se font tremper dans de l'eau. Il y a une espèce de swamp à côté de sa maison, il sac là-dedans, leur fait faire de l'hypothermie. C'est de la torture déguisée. Ben, pas très bien déguisée, on va se le dire. Mais Il y a un mot de sécurité, une phrase que tu dis quand tu veux arrêter, puis à ce moment-là, la torture s'arrête. La majorité des participants t'offrent quelques minutes, puis se rendent compte qu'ils se sont embarqués dans un mécanisme avec lequel ils n'ont aucun pouvoir, malheureusement, parce qu'ils ont donné leur consentement avec la décharge. C'est vraiment terrifiant. Puis il y a des gens qui sont sortis de là avec des troubles de choc post-traumatique. J'ai lu dans certains commentaires, puis j'ai regardé beaucoup d'extraits de documentaires, vous pouvez en trouver beaucoup aussi sur le net, des gens qui sortent de là en disant « Je suis brisé, j'ai cru que j'allais mourir, je ne serai plus jamais la même personne après ça. » c'est fou. Puis C'est fou. il y a eu une investigation qui a été faite par le procureur général du Tennessee, puis qui dit que la maison viole les premiers, quatrième, cinquième et quatorzième amendements des droits américains. Ça devient littéralement une opération criminelle. Et la seule chose que les personnes officiers du McCamey Manor ont répondu, c'est haters gonna hate. Oui, c'est C'est ça, tu sais, puis ils ont eu, parce que là, on se demandait, les gens dans les commentaires disaient, ben, c'est sûr que quelqu'un va mourir, là, vous allez finir par tuer quelqu'un. Ils font de la simulation de noyade, mais ça peut aller jusque-là, là. Faut vraiment que absolument. c'est limite en tabarouette. En fait, c'est absolument pas éthique, là, mais mettons, considérant que la personne qui a signé les 40 pages est consentante puis a décidé de se déplacer jusque-là, sauf qu'ils ont déjà eu un arrêt cardiaque, ils ont réussi à s'en sortir. Puis le Ross, en entrevue, il disait That was a good stuff. Fait que tu vois que lui, il trouve ça cool, là, torturer les gens, il aime C'est ça, tu sais. c'est ce que je veux dire quand je dis qu'il y a quelque chose de pas clair avec ce gars-là. Il y a de Ouais. quoi qui est fondamentalement, je dirais pas mythomane, mais un peu psychotique là-dedans. Là. Il y a Ah de quoi. oui, sociopathe, psychopathe, il y a quelque chose, c'est un sadique. En fait, il faut être sadique, je pense, pour faire ça. Il existe des parcours des maisons hantées
où tu vis des choses comme ça, mais à plus petite dose. On en parlera dans les recommandations pour les gens qui veulent vivre ça. Mais, tu sais, jamais à ce point-là, tu sais, ça fait aucun sens. Et je me dis, les gens, pourquoi ils font ça? Puis la majorité des commentaires, parce que je suis allée lire justement pourquoi les gens voulaient faire ça, c'est pour repousser les limites du corps, c'est souvent parce qu'ils ont vécu des traumatismes dans le passé, ils veulent se réapproprier un peu ça, c'est pour vivre des sensations fortes, comme le saut en parachute, comme le rafting, comme un paquet d'autres activités, où ce que le but, c'est d'avoir la patate à 200 à l'heure, puis d'être content d'être en vie en sortant, tu sais, l'espèce de rush d'adrénaline qui après redescend. Je pense que c'est ça que les gens recherchent en allant là, mais ça reste de la torture pure et dure. Quand tu regardes ça, là, tu te dis. Puis le fait que ce soit diffusé dans d'autres pays puis que des gens payent, juste ça, je me dis, c'est sûr que c'est pas légal, là, C'est sûr que non. c'est sûr que non. C'est sûr que Techniquement, non. oui, je comprends que, tu sais, parce qu'au Québec, les contrats signés, ça n'a pas la même valeur qu'aux États-Unis, c'est vraiment ferme. Fait que je me dis, est-ce qu'il s'en est sorti jusque-là? Et évidemment, ce gars-là est divorcé, c'est sûr. Il y a 3 enfants, mais il est divorcé. Puis la nouvelle copine qu'il a eue après sa femme a fait des témoignages qu'elle pensait vraiment que c'était une personne déviante qui avait de l'excitation sexuelle à faire ce genre de pratique et qui aurait même parlé que cette personne, cet homme-là serait une personne euh, intéressée par les enfants avec une envie qui reste passive. Donc, bref, là, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste du salissage de la part de cette fille-là ou encore là, hey, je j'ai pas pu vérifier les sources de ça, mais elle aurait trouvé des photos compromettantes de ses propres enfants habillés, mais tout de même dans des positions un peu suggestives. Dans ma tête, c'est un malade, peu importe ce qu'on va dire, là. Je pense pas que ce gars-là, c'est une personne je veux dire, il doit y avoir une satisfaction dans ses pratiques, je peux pas croire, là. C'est un peu trop extrême et un peu trop soutenu pour que ce soit juste une passion artistique, disons. C'est ça. Ben, Donc, ouais. écoute, ça me sidère beaucoup. Je suis un peu horrifié par cela. Ça m'amène à poser la question, pourquoi les gens signent? Tu as dit c'est pour le thrill, se sentir vivant au terme d'une expérience périlleuse, mais il y a de quoi de plus fondamental là-dedans, j'ai l'impression. Il y a une espèce de recherche je sais pas, de peut-être une expérience que personne d'autre a eue. Ça m'amène à me questionner énormément. Et ça m'amène à me questionner sur les phénomènes qui font que nous percevons des endroits comme hantés. Et ça m'amène à la section science. Section science. Alors, la section science. Avec un bon accent de scientifique de Oui, 7 ans, 7 ans et demi qui fait des volcans avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Super. meilleur scientifique ever. Oui. Euh, j'ai cherché dans la section sciences pourquoi il y a autant de maisons hantées. Selon Benjamin Bradford, dans son livre Investigating Ghosts, que j'ai vu, que j'ai cité en première heure, euh, il y aurait au moins un lieu hanté aux États-Unis par ville, mais il n'existe toujours aucune preuve concluante qu'il y a des fantômes ou qu'il y a des spectres qui habitent ces endroits-là. Alors, pourquoi il y en a autant? Il faut savoir que l'idée de la maison hantée, à partir du moment où ça a commencé, et ça fait très longtemps que ça a commencé, il y avait des histoires depuis de l'Antiquité de personnes qui habitaient des maisons hantées, entre autres des écrivains romains comme Pline le Jeune avait des histoires entourant des maisons hantées. Il y a eu un recensement à travers les époques des histoires de maisons hantées, entre autres une qui a été faite, entre autres Augustin Calmet, dont on a déjà parlé quand on parlait des vampires, parce qu'il a fait son traité sur les apparitions et sur les vampires en 1746, et qui a recensé pratiquement toutes les histoires de maisons hantées qu'il a pu trouver depuis l'Antiquité. Euh, Pourquoi ça persiste? Il y a quelque chose dans l'idée de la maison hantée qui fait en sorte que ça continue d'arriver, même si tout nous oblige à ne pas y croire. Euh, donc, première chose, pourquoi la maison? Parce que, statistiquement, c'est l'endroit où les gens sont plus susceptibles d'avoir des hallucinations. Pourquoi est-ce que c'est l'endroit qui sont le plus susceptibles d'avoir des hallucinations?
Eh bien, c'est parce que c'est l'endroit où ils sont le plus souvent, statistiquement, dans un état second. On entend état second de tous les niveaux de fatigue et les états de sommeil, de demi-sommeil, ces états-là où on est beaucoup plus perméable au niveau perceptif. Euh, c'est également l'endroit où les gens sont plus souvent sous l'effet de psychotropes ou de substances pouvant affecter la perception, pouvant affecter la cognition. Et c'est aussi l'endroit où le plus souvent les gens vont associer à une personne qui n'est plus là. On a dit au début de l'émission que juste dire qu'une place est habitée alors qu'elle est vide, juste cette phrase peut créer déjà l'effet spectral, l'effet de regarder le vide comme habité. Et déjà ça, c'est suffisant pour créer un mini-effet de hantise. Euh, pour contribuer statistiquement un peu plus à cette théorie-là, euh, le deuxième lieu où les scénarios, où les états seconds sont le plus susceptibles d'être provoqués, ce serait quoi selon toi, Sabrina? Le premier, c'est la maison. Le deuxième, ce serait quoi? La nuit, La nuit, c'est vaste. je sais Euh, pas, l'ombre, les ombres. les ombres, c'est vaste. Alors, le premier, c'est la maison et le deuxième, c'est les hôpitaux. Ah, Et, ok, comme lieu, oui, oui. il s'avère que les hôpitaux sont les deuxièmes lieux qui sont le plus souvent déclarés hantés, statistiquement. Donc, la corrélation ici est intéressante. Mais je vois dans les deux cas, comme maison et hôpitaux, je vois des lieux d'intimité pour la souffrance. Il y a ça, il y a beaucoup de ça. Tu sais? Est-ce que c'est des lieux où on était dans des états seconds et aussi dans des états de souffrance et où des tragédies ont plus souvent lieu? Selon l'enquêteur et sceptique Joe Nickell, la suggestion à elle seule fait 80% du travail d'une hantise. Si vous allez passer une nuit dans un lieu que vous croyez déjà être hanté avant d'y entrer, votre chance de faire une expérience se rapprochant du paranormal est que quasiment de 100%. En fait, si vous alliez là-bas et qu'il ne se passait rien, vous seriez amèrement déçu. Alors, en désespoir de cause, souvent l'esprit va juste fabriquer de quoi parce que c'est presque impossible qu'il ne se passe rien. Il cite aussi l'expérience des gens, des touristes qui viennent visiter le Loch Ness et qui, repartant de là, affirment tous avoir vu quelque chose de suspect. Pas nécessairement un monstre, mais quelque chose qui n'est pas normal dans un lac. Euh, Tout simplement parce faut repartir de cet endroit-là avec quelque chose. Déjà, la suggestion est déjà forte comme ça. Bon, ça, c'est pour l'aspect purement psychologique, mais il y a aussi des aspects qui sont très, très, très physiques. Entre autres, il y a eu toute une étude qui a été faite sur les infrasons, les sons qui sont trop bas pour être perçus par l'oreille humaine, mais qui font quand même résonner certains organes ou certaines parties du corps humain et qui provoquent chez l'être humain un sentiment de il y a quelque chose qui cloche ou il y a une présence ou il y a de quoi qui ne marche pas. C'était le cas, entre autres, d'un nightclub, d'un club d'une discothèque de Londres qui affirmait pendant très, très longtemps être hanté jusqu'à ce qu'une personne, un enquêteur, était là et a dit lui-même avoir ressenti une espèce de sentiment de oh non, il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas. Et jusqu'à ce qu'il associe les heures auxquelles les gens déclaraient avoir eu des expériences au passage du train pas très loin de la discothèque qui faisait vibrer les poutres de cet établissement-là à une fréquence à peine perceptible. Euh, ça a été toute une enquête sur ce dossier-là. Il y a aussi bien le volet chimique, le monoxyde de carbone, le formol et puis certains types de pesticides pourraient tous provoquer des maux de tête, des hallucinations auditives et le sentiment d'être observé, ainsi que d'autres symptômes associés à la hantise. Euh, Bien sûr, à une époque où les maisons étaient éclairées et chauffées au gaz, c'est quelque chose qui pouvait très facilement se déclarer. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont affirmé vivre dans des maisons hantées
et à qui on a suggéré de vérifier le niveau de monoxyde de carbone dans leur air et qui ont découvert que c'était dangereux pour leur santé. D'ailleurs, le monoxyde de carbone, ne pensez pas que c'est strictement lié au gaz. Il suffit que vous fermiez les fenêtres pendant assez longtemps dans une pièce où il y a beaucoup de gens et vous allez risquer de trouver que l'air est lourd. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui peuvent provoquer une impression de hantise allant jusqu'aux hallucinations. Mais des fois, il y a des phénomènes physiques niaiseux qui font en sorte qu'on peut avoir vraiment l'impression qu'une maison est possédée par un esprit errant. Mon explication funky que je trouve la plus drôle, c'est au 18e siècle, à Somerset, en Angleterre, il y a une famille qui se plaignait que leur maison entière semblait aux prises avec de violents poltergeists qui sacraient leurs assiettes et leur vaisselle par terre, qui faisaient tomber des meubles, et qui agissaient de manière imprévisible, qui répondaient à leurs appels. Et c'est seulement plusieurs années plus tard qu'on a découvert que c'était un jeune garçon dans la famille qui avait trouvé la poutre qui tenait toute la maison et qui sautait dessus, faisant vibrer toute la maison du même coup. C'était simplement un défaut architectural qui faisait en sorte que tout le phénomène avait l'air ambiant dans la maison. Donc, c'est ça, il y a plein de phénomènes très, très simples qui peuvent expliquer les hantises et même des fois des choses qui ont l'air complètement folles. Euh, mais selon toute vraisemblance, le simple fait de rentrer dans un lieu et de croire que ce lieu est hanté, c'est suffisant pour provoquer une expérience, même chez les gens qui sont sceptiques. Euh, et sachant cela, d'ailleurs, il y a une statistique intéressante que je veux juste mettre pour clôturer le volet science. Euh, on estime qu'en Amérique du Nord, entre 27 et 37 des gens croient qu'il existe des maisons hantées. Cependant, même chez les croyants les plus fervents de ce phénomène, on est obligé de se rendre compte que la majorité des cas sont des canulars ou des hallucinations. Même les personnes qui sont le plus fervents croyants en maisons hantées considèrent que la majorité des maisons hantées ne sont pas vraies. Bon. Ça nous amène rapidement, parce que le temps file, à la session culture. Session culture. La session culture. Énormément d'histoires de maisons hantées. Il y en a beaucoup. Il y en a C'est vraiment. trop. Je pense que c'est le go-to, c'est l'affaire la plus accessible dans tout ce qui est horrifiant. Parce qu'une maison hantée, c'est on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, on comprend pas pourquoi il y a des phénomènes qui se passent. On dirait que ça laisse place à l'interprétation, un peu comme les fantômes, mais c'est différent parce que la maison hantée, la maison est tangible, les objets ont été effrités par le Oui, temps. Et c'est ça, je crois, qui fait que j'ai l'impression que c'est la voie la plus accessible pour les sceptiques de vivre quelque chose parce qu'ils peuvent s'appuyer sur quelque chose qui nous permet d'interpréter le passé un peu, tu sais. oui, puis aussi, tout le monde peut conjurer dans sa tête l'idée d'une maison abandonnée. Tu sais. Tout le monde peut voir, percevoir ou même avoir dans son entourage une maison qui a l'air hantée, même si c'est juste une maison qui ça fait longtemps qu'elle est là. Moi-même, dans ma vie, j'en ai vu plusieurs. Toi, tu fais de l'urbex, tu dois en voir, mon Dieu, plusieurs par année. Oui. Donc, Ben, pas tout le temps, j'en fais pas toutes les années, là, mais c'est quelque chose qui me passionne, par contre. Mais c'est ça. Donc, je passe à travers quelques livres qui parlent de maisons hantées. Je n'aurai pas le temps de m'attarder à beaucoup d'entre eux. Ça va de très, très anciennes histoires, comme dans Les Mille et Une Nuits, il y a l'histoire de Ali le Kairote, donc la personne originaire du Caire, qui vit à la maison hantée de Bagdad. L'histoire s'appelle La maison hantée de Bagdad. Et dans laquelle c'est un djinn qui a élu domicile dans une maison abandonnée. Dans le château d'Otrento de Horace Walpole en 1764, qui est déjà une histoire dans laquelle on établit les fondements
c'est le château d'Otrante, pardon, dans lequel on établit les fondements d'un manoir hanté. D'ailleurs, c'est la maison de Strawberry Hill, le même Strawberry Hill que dont les Beatles chantaient, qui aurait inspiré cette histoire. La chute de la maison Usher, la chute de la maison d'Usher de Edgar Allan Poe en 1845, ainsi que la maison hantée de Charles Dickens en 1859 suivent les déboires de familles riches qui ont périclité et qui sont maudits, dans le fond, et dont la demeure reste hantée même après leur mort. Il commence à y avoir des versions plus humoristiques des maisons hantées, comme Le fantôme des Canterville de Oscar Wilde en 1887, qui est une version un peu plus, qui est une histoire un peu plus comique, une histoire un peu plus de hantise, un peu plus burlesque. Euh, bon, j'ai décidé que je n'allais pas encore citer cette œuvre comme recommandation pour les maisons hantées, même si je résiste à deux mains. Mais The Haunting of Hill House, écrit par Shirley Jackson en 1959 et ensuite adapté plusieurs fois. Il y a Hell House de Richard Matheson en 1971. Bien entendu, il y a Le Shining, L'Enfant Lumière en 1977 par Stephen King, qui est devenu un des films de maison hantée les plus reconnus de l'histoire, même si Stephen King aime toujours pas la version que Stanley Kubrick en a. Il y a The House Next Door de Anne Rivers Siddons. Il y a La Maison des Feuilles, qui est le livre que j'ai recommandé lorsqu'on est allé faire une brève apparition dans le podcast de Passion Frisson. Une maison oubliée de Sandrine Barbier-Lombardi en 2020. Et je vais avoir ma recommandation aussi. Je la garde pour tantôt. Juste rapidement, un des premiers films de Maison Hantée s'appelle La Maison Hantée. Il a été fait en 1907 par Segundo de Chomón. C'était une coproduction italo-espagnole. Donc, en 1907, là, on est en plein Méliès. Là, je veux dire, on a déjà des maisons hantées dès les débuts du cinéma. Il y a, en 1937, on a Lonesome Ghosts, qui est un film de Mickey Mouse, un film de Disney où Mickey, Donald et Goofy s'en vont investiguer une maison hantée. Je me suis pris la peine de mentionner Don't Be Afraid of the Dark, même si c'est pas techniquement une maison hantée, en ce sens que c'est pas nécessairement des fantômes. Mais je la mentionne parce que c'est le film qui nous a été mentionné par Christian Page dans son récit, son origin story, quand il nous a raconté ça à l'émission. Il y a le film d'Amityville et son remake, bien sûr. Le film qui s'appelle 13 fantômes et son remake. Il y a la série des House, qui est une espèce de film d'horreur un peu parodique, mais un peu sérieux aussi. Il y a Beetlejuice, qui bien entendu parle de maison hantée. Il y a Casper, toutes les Casper, quoique Casper n'est pas strictement associé à une maison. La série des Paranormal Activity. Et j'ai presque, mais presque choisi comme recommandation A Ghost Story de 2017 de David Lowery, où on suit l'histoire de quelqu'un qui est mort, on suit son fantôme dans sa maison jusqu'à ce que la maison n'existe plus. Et qu'est-ce qui arrive à la hantise quand il n'y a plus de maison? J'ai trouvé ça super intéressant. Ouh, ça donne le goût. Yes! À moins que tu aies des choses à ajouter, je serais rendu aux recommandations. Écoute, honnêtement, j'ai pas tant de choses à ajouter, à part que les lieux hantés en général sont sujets à inspirer des univers entiers, notamment Silent Hill, qui est inspiré Oui, par la mine de Centralia qui a pris feu, qui brûle encore à ce jour, qui est rendu à maintenant 12 habitants, je crois, un peu moins peut-être. Tous les endroits où il y a eu des catastrophes naturelles, où il y a eu de la misère humaine, de la souffrance, c'est quand même sujet à nourrir l'imaginaire et ça donne des très bonnes histoires, des bons livres, des bons films et des bons jeux vidéo. Voilà, c'est tout ce que très, j'ajouterais. très bon. Recommandations. Alors,
J'ai cherché quelque chose qui évoquait vraiment le feeling de maison hantée dans ce que j'ai vu. Puis il y a un paquet d'œuvres que j'aurais pu choisir. Comme je vous l'ai dit, il y a au moins deux, trois choses que j'ai failli choisir comme recommandation. Mais finalement, mon choix s'est arrêté à The Little Stranger, euh, qui a été écrit en 2009 par Sarah Waters et qui a été adapté en film 10 ans plus tard. Mais j'ai vu le film et je ne l'ai pas trouvé à la hauteur du livre. Mais par contre, c'est l'histoire d'un docteur de province qui revient dans un vieux manoir où il reste les derniers habitants, la dernière noblesse britannique, dans le fond, qui sont en fin de règne, la maison est en train de se désagréger et qui commence pour la première fois à avoir des expériences de hantise presque inexplicables. Il y a quelque chose qui essaye de communiquer avec eux autres, mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est-tu un ancêtre? C'est-tu un démon? Qu'est-ce que c'est? Puis plus ça va, plus ça devient intense. Et la solution, la révélation est un peu tordue. C'est pas ce qu'on pense, mais en même temps, ça nous laisse avec une espèce de malaise profond. J'ai adoré ce livre-là. Le livre est une brique, là, mais ça vaut vraiment le détour. The Little Stranger de Sarah Waters. C'est excellent et je vais aller. Premièrement, je l'ai dit tantôt, là, si vous voulez faire de l'urbex, là, il y a Urbex Québec et Urbex Montréal. En tout cas, il y a un groupe Facebook, là, c'est Urbex Québec, puis il y a Urbex Québec et Montréal qui sont des excellents groupes si vous voulez surtout vous informer sur comment faire ça dans les règles de l'art et aussi pour votre sécurité parce que visiter des endroits. Qui sont sujets parfois à de la contamination, à des champignons et tout ça, donc des objets, des trucs brisés et tout ça. Donc, ils vont vous suggérer de l'équipement également. Et vous allez pouvoir aussi visiter en virtuel des lieux entre Québec et Montréal et les environs qui sont extraordinaires parce que souvent, les gens qui font de l'urbex font de magnifiques photos et ne révèlent pas l'endroit où ils sont allés. C'est une règle de l'art de l'urbex parce que faut pas qu'il y ait un achalandage qui se crée aux endroits mythiques qui sont abandonnés, sinon leur vie est limitée. Donc voilà. Puis pour mes recommandations, j'ai deux affaires Oh très mon Dieu, ça, c'était pas différentes. la recommandation. Je pensais que c'était ça, la Ben non! recommandation. Mais là, j'avais pas le choix d'en parler parce que je me dis, il y a des gens qui vont vouloir faire de l'urbex après l'épisode, puis il faut qu'ils sachent comment faire. Fait qu'allez vous informer avant d'en faire, s'il vous plaît, pour faire ça de façon éthique. Donc, j'ai une recommandation que je vous recommande vraiment, puis j'ai une anti-recommandation. Oh wow, quelque chose à ne pas faire. Quelque chose à ne pas faire, sauf si vous voulez vivre des sensations fortes. Écoute. Donc, ma recommandation, c'est la série sur Amazon Prime, il me semble. Malheureusement, je ne l'ai pas vue ailleurs. Ça s'appelle Hunters, comme des chasseurs, là, des épouvanteurs. Donc, Hunters, The Art of Scare, ça fait vraiment le tour de toutes les maisons hantées les plus épeurantes du monde. Il y a notamment des extraits du McCamey Manor, mais il y en a d'autres aussi. Donc, pour les curieux, je pense que ça vaut vraiment le détour. Et si vous voulez vivre une expérience de maison hantée où ce que vous allez vivre des trucs, que ça va être sensoriel, que vous allez vous faire brasser physiquement aussi, mais qui n'est pas aussi dangereuse que le Mikami Manor, que c'est juste des comédiens, en fait, des comédiens qui font ça de manière safe, mais qui ont clairement peut-être un petit peu, faut être un peu sadique, je pense, pour travailler là. Mais bref, j'ai vu beaucoup de reviews de cette maison hantée. Je n'ai pas osé la faire moi-même, j'ai juste vu des photos et j'ai connais des gens qui connaissent des gens qui travaillent là. Donc, je peux vous dire que c'est safe. L'expérience s'appelle Maleficia. Donc, Maleficia Montréal, c'est considéré comme la maison hantée la plus extrême d'Amérique du Nord. Donc, c'est des parcours hantés très malaisants qui sont là pour jouer sur votre psychologique. Les gens sortent de là, en vidéo. Vous pouvez YouTuber ou TikToker ou googler, peu importe. Les gens sortent de là couverts de slime rouge, mais en souriant, en faisant «J'en reviens pas ce que je viens de vivre, ha ha ha». Fait que pour les gens qui veulent repousser leurs limites, les sensations fortes, parce qu'il y en a dans nos auditeurs auditrices qui cherchent ça. Moi, je ne cherche pas ça. Moi, je joue à des jeux vidéo. Je joue à Repo, puis je panique. C'est suffisant. Mais si vous voulez vivre quelque chose de différent et de typiquement montréalais en plus, parce que Maleficia, ça fait longtemps que ça roule, c'est dans le temps de l'Halloween, donc ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'an prochain. Mais allez-y, vivre ça. Je connais plein de gens qui l'ont fait aussi, qui ont apprécié leur expérience. Faut vouloir se faire brasser.
pour vouloir vivre des dégueulasseries et des scènes terrifiantes, autant qu'absurdes et drôles. C'est un mélange de plein d'émotions, mais c'est quand même fait dans les règles de l'art et c'est sécuritaire. Donc, pour les extremes des monstres dans le placard, réservez votre expérience chez Maleficia ou faites-le pas, comme moi, je n'irai pas. Mais je trouve ça cool que ça existe pour les gens qui aiment ça. Puis les comédiens, les décors sont incroyables, puis les comédiens sont fantastiques, pour vrai. C'est juste que je pense qu'en tant qu'actrice de maison hantée, j'ai pas assez de sadisme pour travailler là. Mais voilà, fait que n'y allez pas. Tiens, moi, ça va être mon anti-recommandation parce que moi, je le ferais pas. Mais tu Très bien, sais, je prends. mais au Euh, lieu de vous faire arracher des dents, allez vivre de quoi d'un peu plus soft. Voilà. c'est excellent. De toute façon, fallait vraiment qu'on recommande quelque chose qui vaille le détour tout en préservant la santé physique et mentale des gens. C'est ça. Euh, le- Ceci conclut notre saison 2025. Déjà! Ah! C'est incroyable. Et on s'est pas encore installé pour faire notre petit comptabilisation des monstres qu'on voulait couvrir en 2026. Oui, parce Cela qu'on dit, fait ça chaque année, on se fait une réunion annuelle là, pour planifier notre programmation, mais ça va être chouette. ça va être chouette parce qu'on a plein de belles nouvelles de direction où on voudrait aller. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. On veut savoir d'où vous venez, on veut savoir qui vous êtes. Partagez, likez, donnez-nous du love et n'hésitez pas à vous nommer aussi si vous voulez qu'on vous fasse un shout-out en ondes. Et continuez d'être avec nous. Ça fait 5 ans et on se souhaite encore plusieurs belles années avec ce merveilleux podcast. Merci de nous encourager. On fait ça avec tout notre cœur et on vous prépare une programmation qui va être extraordinaire pour 2026. On vous le promet. Sur ce, À la prochaine fois.